Préfet, Madame le Haut Conseiller, Monsieur le Président du Conseil des barreaux européens, Monsieur le Président du Barreau pénal international, Monsieur le Médiateur national, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Algérie, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tunisie, Monsieur l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mauritanie, Monsieur le vice-président élu du Conseil national des barreaux, Messieurs les anciens présidents du Conseil national des barreaux, Madame l'ancienne vice-présidente élue du Conseil national des barreaux, présidente par intérim, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats et magistrats, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes confrères, chers amis. Nous accueillons ce matin à l'ouverture de ce congrès Monsieur le ministre de l'Intérieur, à qui je dis très respectueusement que nous sommes fiers et heureux de l'accueillir dans sa famille, puisqu'il est avocat. Que nous ne l'espérions plus, Monsieur le ministre, puisque nous avions envisagé, espéré de vous recevoir pour parler de secret et de transparence, mais que vous n'aviez pas pu, à l'époque, vous rendre disponible pour les contraintes qui sont les vôtres et que nous connaissons. Vous avez néanmoins souhaité, sur une interpellation que vous avez considérée comme vive, vigoureuse et peut-être excessive, vous avez souhaité vous expliquer devant vos confrères, ou en tout cas venir expliquer quelle est la politique que vous entendez conduire, notamment sur la question des migrants et notamment dans la question des migrants sur la question de Calais. Nous avons besoin d'explications, c'est vrai, mais que cela nous permette, nous avocats, vos confrères, de vous dire que la crise des migrants nous interpelle depuis longtemps et qu'elle nous interpelle bien au-delà de nos frontières et bien au-delà même de l'espace Schengen. Elle nous interpelle parce que nous sommes avocats, que nous sommes sensibles aux malheurs de la nature humaine et que nous espérons que la politique, avec les contraintes qui sont les siennes, que nous sommes capables de comprendre et d'imaginer, nous espérons que la politique puisse s'allier avec la nécessaire défense des hommes qui souffrent et la préservation de leur vie. C'est dans ce cadre-là que le 5 février 2016, alors que j'assistais à Vienne à la conférence des présidents des conseils européens, des institutions d'avocats dans le Conseil européen, j'avais entendu, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de regrets, une harangue d'un responsable allemand qui avait expliqué que les États sont là pour protéger leurs nationaux. Qu'étant là pour protéger leurs nationaux, ils ne sont pas là pour protéger les autres. Que l'on peut avoir un certain nombre de regards compatissants à l'égard de ceux qui souffrent, mais que ce n'est pas forcément le rôle des États, ou pas du tout, disait-il, de les assister. Cette harangue n'était pas convenable, et je suis sûr que vous le pensez avec moi. Et j'avais par conséquent invité nos présidents d'institutions nationales à adopter une délibération que voici, et qui nous intéresse pour le sujet que nous devons aborder, Monsieur le Ministre. Les migrations constituent des défis humanitaires, économiques et culturels pour l'Europe et tous ses pays. La France adopte, depuis les tragiques attentats qui se sont produits sur son territoire, des lois qui peuvent réduire gravement les libertés des citoyens nationaux et étrangers. Ces lois qui peuvent éloigner les avocats des juges. Ces lois qui peuvent réduire le contrôle des juges. Ces lois qui tendent ou peuvent tendre à assimiler et confondre le malheur qui frappe les migrants et la haine des terroristes. Comme avocat, je le déplore et je le condamne. Mais comme avocat, je rappelle que le rôle d'un État est de protéger ses citoyens. Mais je rappelle que cette obligation n'est pas morale, qu'elle est normative.
que comme avocat, je rappelle que le rôle de tous les États est de garantir l'avenir de l'humanité tout entière et que, quelles que soient les origines, les religions et les cultures, que les murs édifiés entre les peuples n'ont jamais arrêté ce qui fut la mort, qu'ils n'y parviennent pas et n'y parviendront jamais. Je crois que l'Europe, disais-je, et ses 450 millions de citoyens peuvent accueillir l'équivalent d'un pourcentage infime de leur population pour sauver les malheureux en danger d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur culture, et qu'en le refusant, l'Europe ne remplirait plus sa mission et n'offrirait plus à aucun avenir à l'humanité, contrairement à ce qu'elle a toujours accompli au cours des siècles. Je ne suis pas certain, Monsieur le Ministre, que cette déclaration ait eu beaucoup de retentissement. J'ai appris à être modeste dans les fonctions qui sont les miennes, et même humble parfois. Mais je résiste. Et c'est parce que je résiste, et parce que je demande à tous mes confrères de résister sur ce sujet, que nous avons, au Conseil national des barreaux, organisé au début de l'année une journée migrants. Simplement, non pas parce que nous pourrions nous occuper de ce qui ne nous regarde pas, mais simplement parce que nous avions été sollicités par un certain nombre d'organes associatifs, par un certain nombre d'organisations humanitaires, qui nous ont dit qu'il se passe des choses à Calais qui ne conviennent pas. Et qui, pour ce qui concerne les avocats, dont on n'attend pas forcément qu'ils tiennent des propos invigorants et puis c'est tout, et pour ce qui concerne les avocats, qui nécessitent qu'ils interviennent pour la défense des droits de tous les citoyens de l'humanité qui souffrent et qui vient se concentrer là, à Calais, puisque nous parlions de Calais, mais il y a d'autres endroits ailleurs. Dans ces circonstances, nous avions organisé cette journée et nous avons passé un partenariat en présence du défenseur des droits avec notamment Médecins du Monde. Et nous souhaitons que l'ensemble de nos confrères se mobilisent pour assister tous les citoyens, mineurs, majeurs, de toutes les nationalités, à Calais ou ailleurs, pour leur expliquer quels sont leurs droits et imposer que la législation internationale et nationale leur soit appliquée sans distinction d'origine. Ça, c'est le cœur de notre métier. Et nous y travaillons. Le Conseil des barreaux européens fait de même. Et nous travaillons avec lui, notamment en Grèce et en Italie. Et puis survient, voici quelques jours, une décision qui est celle des pouvoirs publics de démanteler Calais. Alors là, Monsieur le Ministre, je veux que nous nous comprenions, s'il vous plaît. Chacun des avocats de ce pays doit reconnaître vos qualités, votre énergie et l'investissement qui est le vôtre depuis des mois dans la sécurité de nos concitoyens compte tenu des catastrophes qui surviennent. Je veux, mes confrères, que le ministre parte d'ici avec un message de légitimité totale des avocats à l'égard de son action. Il n'est pas question de penser ou de soutenir le contraire. Ce n'est pas notre propos, Monsieur le ministre. Mais notre propos, c'est vrai, c'est de dire, nous qui défendons les victimes comme les mises en cause, notre propos, c'est vrai, c'est de vous dire, lorsque les lois que vous promulguez pour la sécurité de nos concitoyens que vous assistez tous les jours nous semblent de nature à attenter aux libertés fondamentales telles qu'elles sont décrites dans les textes fondateurs de notre République et de notre devise républicaine, alors nous vous le disons. Nous pouvons. Cela peut provoquer des débats, nous en aurons, puisque vous me répondrez. Mais c'est dans ce contexte-là, et dans ce cadre-là, où chacun tient son rôle, l'avocat le sien, parce qu'il est le seul à pouvoir défendre, chacun en toute liberté, pourvu que je la conserve. Et ça, nous en discuterons toute la journée avec secret et transparence. C'est dans ce cadre-là, dans l'exercice de mon rôle, que je peux interpeller les ministres de l'Intérieur en lui disant « Regardez, le défenseur des droits s'inquiète.
Le défendeur C3 s'inquiète parce que le démantèlement de Calais est de nature à faire courir le risque à des populations fragiles, ce n'est pas à vous que je vais le dire, nous en avons la conscience commune, de se trouver déracinées davantage encore qu'ils le sont, dans des circonstances qui sont précaires davantage encore qu'elles le sont, et Dieu sait qu'elles sont terribles actuellement. Et c'est un communiqué que nous avons relayé avec la vigueur qui est celle de l'avocat, mais qui permet d'interpeller les pouvoirs publics et qui nous permet de dire à nos confrères plus encore que d'habitude, plus encore que ce que vous avez prévu, de dire à tous les bâtonniers mieux encore que ce que vous avez organisé dans vos barreaux, vous allez être confrontés à une situation de rencontre avec ces populations qui sont en état de souffrance, parce que précisément elles se disséminent pour mieux garantir leur sécurité et les soins que l'on doit leur apporter, c'est ce que je comprends. Et par conséquent, mobilisez-vous pour que chacun de ces concitoyens du monde puisse être assisté par un avocat compétent et disponible dans votre ville, dans votre barreau, dans les villages du ressort de votre ordre. C'est cela mon message, c'est l'objet de ce communiqué, et je vous remercie, Monsieur le Ministre, l'ayant lu, d'avoir considéré qu'il pouvait être provoquant de venir nous expliquer ce que la République et ce que le ministre de l'Intérieur peut nous répondre sur le sujet. Mesdames et Messieurs, j'appelle à la tribune Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, j'allais dire chers confrères, mais on pourrait me reprocher la confusion des genres, je voudrais, Monsieur le Président, d'abord vous remercier très chaleureusement de m'offrir l'hospitalité de ces lieux et de me donner l'occasion, comme vous m'y aviez invité, de m'exprimer devant les avocats, membres du Conseil national du barreau, sur des sujets extrêmement sensibles, extrêmement importants, dont je sais qu'ils tiennent particulièrement à cœur de votre profession et qui engagent des questions essentielles dans la République, qu'il s'agisse des libertés publiques, qu'il s'agisse de la dignité des personnes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur provenance, qui engagent aussi les valeurs fondamentaux du droit, les principes généraux du droit, les principes constitutionnels, qui ont besoin de bien des avocats pour être préservés, pour être protégés à chaque instant. J'ai énormément de plaisir d'être ici, pour des raisons qui tiennent au fait que j'ai exercé cette profession et que chaque jour qui passe me rapproche davantage du moment où je vais l'exercer de nouveau. Et bien entendu, je suis préoccupé à chaque instant de ne rien faire qui puisse rendre mon retour désagréable à la plupart de ceux qui furent mes confrères. Parce que je sais quelle est la culture des avocats de France, je l'ai moi-même partagée, et j'ai pour eux un profond respect. Un profond respect, quelles que soient d'ailleurs les plaidoiries qui sont les leurs, parce que ce n'est pas la plaidoirie qu'on juge, c'est son utilité. Et la plaidoirie de l'avocat, elle est toujours utile, parce que s'il n'y a pas, à un moment donné, des femmes, des hommes qui sont des professionnels du droit et des amoureux de la liberté, qui prennent la parole pour défendre des causes justes ou parfois même des causes désespérées, alors qui le fera? Je voudrais juste regretter, Monsieur le Président, que dans cette passion qu'ont les avocats à s'ériger en défenseurs, il n'ait jamais trouvé l'occasion de s'ériger collectivement ou individuellement en défenseur de ma propre action. Car les ministres de l'Intérieur peuvent avoir aussi la reconnaissance des droits à la défense. Et j'aimerais que tous les défenseurs des droits, les institutionnels et les autres, puissent de temps en temps donner la parole au ministre de l'Intérieur, et vous le faites et je vous en remercie, pour qu'il puisse simplement expliquer ce qu'il fait. Vous avez dit dans vos propos introductifs des choses qui
me permettre d'engager sans précaution avec vous le débat. Vous avez dit il y a des lois qui ont été votées qui remettent en cause les libertés fondamentales, et même il y a des lois qui ont été votées qui remettraient en cause le droit des étrangers, évoquant la possibilité d'une percolation dans mon esprit et dans celui du gouvernement de la question des étrangers et de la question du terrorisme. Je vous invite à lire toutes mes déclarations. Et toutes mes déclarations au Parlement au moment où j'étais amené à défendre les textes de loi que je portais au banc du gouvernement. Il y a eu des personnalités politiques qui se sont employées à mettre dans une même démonstration, à lier dans un même raisonnement la question terroriste et la question migratoire. Et ils m'ont toujours trouvé en face d'eux lorsqu'ils s'employaient à le faire. Et lorsque j'ai eu à faire voter au Parlement 2 textes sur les étrangers, un texte relatif au droit d'asile et un texte relatif aux conditions du séjour des étrangers en France, j'ai eu en face de moi toute une série de personnalités politiques, rarement issues de la majorité, qui se dressaient pour expliquer qu'il y avait une forme de naïveté et d'angélisme à ne pas mêler la question migratoire et la question terroriste parce qu'il pouvait y avoir parmi les migrants des terroristes qui venaient vers nous et que nous étions inconscients de ne pas lier ces 2 sujets. Je ne nie pas que cela soit possible, mais je n'ai jamais voulu mêler les 2 questions. Pourquoi ? Parce que l'on ne peut pas faire peser sur ceux qui fuient les persécutions de Daesh et les persécutions de Bachar el-Assad en Syrie, on ne peut pas faire peser sur les chrétiens d'Orient et les yézidis, sur les Érythréens qui fuient le régime abject d'Isaias Afewerki, une forme de suspicion qui nous ferait tourner le dos à tout ce qu'est l'histoire de notre pays depuis maintenant des siècles. Et les 2 textes que j'ai fait voter sur les étrangers, puisque vous y faisiez référence, sont des textes qui renforcent considérablement leurs droits en matière d'asile, qui ramènent de 24 à 9 mois la durée de traitement des dossiers des demandeurs d'asile, qui induit la mise en place d'un schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, qui porte de 20 000 à 42 000 le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, qui, pour ce qui concerne le texte relatif aux droits des étrangers, rétablit un ordre d'intervention et de compétence entre le juge administratif et le juge de la liberté et détention que des lois précédentes avaient défait. Et vous évoquiez l'esprit de résistance. Mais l'esprit de résistance, il est bien entendu très fort chez les avocats. Il est ce qui les guide. Mais ce n'est pas parce que l'esprit de résistance est ce qui guide les avocats que ceux qui sont en charge de l'exercice de la responsabilité publique devraient s'interdire d'en être eux aussi épris. Et si vous trouvez, Monsieur le Président, je vous y invite, une ligne, une seule ligne, dans les textes que j'ai présentés relatifs aux droits des étrangers, qui puisse relever de la logique que vous avez évoquée dans votre introduction, alors je vous invite à les rendre publics dès ce soir. Et je pense que vous aurez des difficultés à le faire, parce que vous n'en trouverez pas une. Alors peut-être faisiez-vous référence au texte relatif à la lutte contre le terrorisme. Vous ne trouverez pas non plus une ligne dans les textes relatifs à la lutte contre le terrorisme qui traite de la question des étrangers en France, pas une. Vous trouverez en revanche, dans le texte relatif à la lutte contre le terrorisme, des alinéas, des articles qui ont fait débat entre nous. Et je ne voudrais pas, en évoquant la seule question des étrangers, du lien entre la question migratoire et la question terroriste, ne pas évoquer ce qui a pu faire débat entre nous. Oui, il y a eu la question de la police administrative, dont vous avez considéré qu'elle sortait le juge judiciaire du traitement d'un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur. Mais le juge judiciaire intervient systématiquement après que l'action du gouvernement et des pouvoirs publics en matière de police administrative identifient des infractions pénales qui permettent alors au juge de prendre le relais. Le procureur de la République peut, dans le cadre de la mise en œuvre de la plupart des mesures de police administrative, intervenir pour y mettre fin. Et par ailleurs, ce n'est pas parce que le juge administratif intervient qu'il n'y a plus de juge, ce qui reviendrait à dire que seul le juge judiciaire est un juge, ce que j'ai toujours contesté devant le Parlement, parce que je considère que le juge administratif
Et le Conseil d'État l'a montré en plusieurs reprises. Et le juge administratif, le tribunal administratif aussi, dans les décisions qu'ils ont eu à prendre sur les mesures de police administrative que nous avons été amenés à prendre, ont remis en cause un certain nombre de décisions du gouvernement parce qu'ils ne considéraient pas opportunes en droit ou qu'ils considéraient qu'elles remettaient en cause un certain nombre de principes. Et le juge administratif est dans ce pays un juge des libertés. Sinon, le Conseil d'État n'aurait jamais pris l'arrêt Benjamin en 1933. Et il n'y aurait pas eu non plus en 1962 l'arrêt Canal. Donc je ne conteste pas que la lutte antiterroriste est l'obligation dans laquelle nous nous trouvons dans un contexte dont je veux vous redire l'extrême difficulté de prévenir des attentats avec un niveau de menace auquel le pays n'a jamais été confronté, nous a incontestablement conduit à modifier la frontière qui sépare le juge administratif du juge judiciaire. Mais il ne faut pas déduire de cela, parce que ça ne correspond pas à la réalité du droit, que le juge administratif n'est pas un juge protecteur des libertés et que seul le juge judiciaire le serait. Et je regrette de ne pas pouvoir centrer mon propos aussi sur ce sujet, mais je vous inflige déjà la présence du ministre de l'Intérieur sur une question, la question des étrangers en France. Je sais que c'est pour les avocats parfois une épreuve que d'accueillir le ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas leur infliger une deuxième épreuve en traitant d'un deuxième sujet. Mais si vous me réinvitez à l'occasion d'une réunion du Conseil national des barreaux, je serai bien entendu présent et c'est avec passion que je traiterai de ce sujet. Je voudrais maintenant en venir à la question qui nous rassemble et à laquelle vous m'invitez à tenir propos. Il s'agit de la question migratoire, de la question des demandeurs d'asile et de la question de Calais. C'est une question qui me tient très à cœur et sur laquelle je veux apporter la démonstration qu'en dépit de la complexité du problème, nous sommes en situation d'apporter une réponse humanitaire qui soit à la hauteur de ce qu'est la tradition de notre pays. C'est un sujet difficile, parce que c'est un sujet sur lequel les approximations sont partout. Les campagnes et les postures occupent une grande partie de l'espace public, avec le vacarme qui s'y attache, laissant peu de place pour la vérité et pour les faits. Et donc, je souhaitais, puisque vous m'y invitez, pouvoir très simplement vous dire ce que nous faisons. Et pour parfaitement répondre à vos interrogations, je vais le faire en prenant le texte du communiqué que vous avez sorti et en y répondant point par point, parce que c'est la meilleure manière, si vous en êtes d'accord, de pouvoir vous donner pleine et entière satisfaction. D'abord, je voudrais, en introduction, insister sur un point. Le premier point, c'est que, contrairement à ce que les emportements de la campagne électorale laissent à penser, nous sommes dans un exercice, pour l'instant, qui est celui de la primaire, qui est un exercice qui ne porte pas mal son nom, d'ailleurs, compte tenu de la nature des propos qui sont diffusés sur la question qui nous rassemble aujourd'hui. Et cet exercice, comme l'ensemble des propos qui peuvent être tenus parfois dans l'outrance et dans l'excès, dans la posture, laisse à penser qu'il y aurait une augmentation considérable, par défaut de maîtrise de la politique migratoire, du nombre d'étrangers en France et notamment du nombre de demandeurs d'asile. Ce n'est pas exact. L'Europe, parce que nous sommes confrontés à une crise migratoire exceptionnelle résultant des désordres du monde, vous l'avez vous-même évoqué en faisant référence à la conférence de Vienne à laquelle vous avez participé, nous avons, du fait de ces désordres, accueilli 2 millions de migrants sur le territoire de l'Union européenne depuis presque 24 mois. 2 millions. Ils ont franchi les frontières extérieures de l'Union européenne dans un contexte où beaucoup d'entre eux étaient entre les mains d'organisations criminelles internationales qui sont de véritables organisations de la traite des êtres humains. Je veux parler de ces passeurs qui sont très présents à Calais et très présents avant que les migrants n'arrivent à Calais et qui prélèvent des sommes considérables sur des gens qui n'ont rien pour les conduire vers la mort en Méditerranée centrale ou dans des camps où toute la précarité, toute la misère s'accumulent avec une difficulté considérable pour arriver à dégager des solutions humanitaires dans ces impasses. Et malgré la pression de 2 millions de personnes aux frontières extérieures de l'Union européenne, la demande d'asile en France n'a pas explosé. En 2007, il y avait en France 35 000 demandeurs d'asile. En 2012, il y en avait 65 000. Et nous terminerons le quinquennat alors que nous avons vécu une crise qu'aucun autre gouvernement n'avait eu à subir en matière migratoire, 80 000 à 90 000 demandeurs d'asile à la fin de l'année. Donc il est faux de dire que la demande d'asile a explosé en France. Elle n'a pas explosé.
Et nous sommes en situation de faire face à ce besoin de protection d'hommes et de femmes qui sont en situation de détresse. Nous avons, pour faire face à cela, pris la loi que j'évoquais tout à l'heure. Mais nous avons pris d'autres dispositions. Nous avons augmenté de près de 400 le nombre de fonctionnaires à l'OFII et à l'OFPRA pour permettre la diminution de la durée de traitement des dossiers des demandeurs d'asile. Nous avons doublé le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Nous avons créé 164 centres d'accueil et d'orientation dans lesquels nous avons, à partir de Calais, depuis le mois d'octobre dernier, accueilli près de 6 000 personnes qui ont été mises dans le dispositif national d'asile, qui ont été encadrées par des associations et des fonctionnaires de l'État, qui leur ont permis ensuite d'accéder en CADA, dans le même temps que nous mobilisions des logements dans toutes les communes de France. J'ai nommé un préfet à cet effet, le préfet Kléber Haroul, de telle sorte à ce qu'après leur sortie du dispositif national d'asile, ils puissent commencer une vie normale dans des logements de droit commun. Et donc, ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que cette politique n'a pas toujours été la politique du ministère de l'Intérieur. Et il n'a pas toujours été dans la tradition de ce pays de voir le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement travailler ensemble pour aboutir à des solutions humanitaires qui soient à la hauteur de ce qu'est la réputation de notre pays. Alors vous m'envoyez un message. Et moi, je prends toujours très au sérieux les messages que vous m'envoyez. Et c'est la raison pour laquelle je veux répondre à tout cela méticuleusement. Jungle de Calais, un démantèlement qui n'a d'humanitaire que le nom. Je vous lis. Le gouvernement vient d'annoncer l'évacuation complète du bidonville de Calais à compter du 17 octobre prochain. Ce démantèlement se prépare dans des conditions qui ne permettent pas de garantir les droits fondamentaux des hommes et des femmes qui sont actuellement réfugiés sur le territoire français. Premier point. Absence de mesures de protection pour les personnes vulnérables, notamment les mineurs isolés, qui sont encore près de 1300 à vivre selon le dernier recensement effectué par France Terre d'Asile. France Terre d'Asile a effectué à ma demande, dans le cadre de la mise en place de cette opération humanitaire, un recensement des mineurs isolés à Calais. Ce n'est donc pas France Terre d'Asile, inquiète de voir le gouvernement ne pas assumer ses responsabilités, qui a diffusé ce chiffre. C'est le gouvernement qui a demandé à France Terre d'Asile d'opérer cet inventaire, de telle sorte à ce que nous soyons en situation de pouvoir procéder dans des conditions humanitaires optimales à la prise en charge de ces mineurs. Ces mineurs veulent pour la plupart d'entre eux partir en Grande-Bretagne. Et mon premier objectif, parce que nous avons déjà mis à l'abri près de 7000 migrants à partir des centres d'accueil et d'orientation au cours des 12 derniers mois, c'est de faire en sorte que ceux d'entre eux qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne, France Terre d'Asile nous disent qu'ils sont 95%, soit parce qu'ils y ont de la famille, soit parce qu'ils y ont un projet de vie, et l'amendement Dobbs adopté en Grande-Bretagne doit permettre de mettre en œuvre une stratégie permettant de les conduire en Grande-Bretagne dans le respect rigoureux de leurs droits. Mon objectif, c'est de faire en sorte que la Grande-Bretagne assume son devoir humanitaire en prenant ces jeunes qui veulent se rendre en Grande-Bretagne, ces mineurs isolés, avec le concours de la France, de manière à ce qu'ils puissent construire un projet de vie correspondant à leurs attentes profondes. La France, qui aura accueilli à partir de Calais 13 000 personnes relevant du statut de réfugiés, peut bien demander à la Grande-Bretagne de prendre en charge des mineurs dont l'aspiration est de rejoindre le Royaume-Uni parce qu'ils y ont de la famille ou parce qu'ils y ont un projet. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que cette négociation difficile que je mène avec les Britanniques puisse aboutir pour des raisons humanitaires dans les meilleurs délais, de telle sorte à ce que les mineurs isolés qui sont à Calais puissent construire un projet pour eux-mêmes. Bien entendu, je pourrais être légitime à vous demander de m'aider à obtenir ce résultat. Car après tout, plutôt que de mettre la pression sur un gouvernement qui fait ce que je vous dis, et la presse en rend compte puisque j'étais lundi à Londres, que j'y ai tenu des propos, qu'on voit la difficulté de la négociation que j'ai engagée pour ces mineurs et le respect de leurs droits. On pourrait légitimement attendre qu'on m'accompagne un peu puisque c'est si difficile. Bien non.
sont des mises en cause. Et si les grands Bretons devaient ne pas prendre les mineurs isolés, eh bien nous nous sommes organisés pour qu'une partie d'entre eux, qui ne seraient pas en situation de se rendre en Grande-Bretagne, soient pris en charge en France. Et puisque c'est la compétence des conseils départementaux et que les conseils départementaux sont en difficulté pour le faire, dans le cadre d'un financement à 100% par l'État, d'une compétence qui relève des conseils départementaux. Voilà ce que nous faisons. Est-ce que cela mérite cette suspicion et ce traitement? Deuxième alinéa. Accès quasiment inexistant à l'information et au suivi juridique des migrants qui seront répartis dans des structures plus ou moins improvisées, aux moyens insuffisants et au nombre de places limitées. Mesdames et messieurs, nous avons créé depuis le mois d'octobre dernier 164 centres d'accueil et d'orientation, c'est-à-dire autant de barreaux. Et par conséquent, si vous voulez, comme vous en exprimez le souhait, être utile à la reconnaissance des droits des réfugiés, vous avez autant de CAO qu'il y a de barreaux, et par conséquent autant d'avocats dans les barreaux en question qui peuvent se déplacer dans les centres d'accueil et d'orientation dont je leur ouvre grandes les portes pour pouvoir constater si les droits des migrants sont respectés ou pas, et pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, aller les accompagner dans la reconnaissance de leurs droits et l'accès à tous leurs droits dans le cadre du dispositif national d'asile. Rien n'est plus facile que cela. Et si vous considérez que les centres d'accueil et d'orientation sont des structures improvisées dans lesquelles aucun accompagnement n'est mis en place, je vous propose de bien vouloir, avec mon cabinet, la personne qui suit ces questions à mon cabinet s'appelle Julie Burguburu, ça devrait rassurer chacun, je vous invite, sous sa conduite, à bien vouloir vous rendre dans tous les centres d'accueil et d'orientation de France pour regarder si les structures sont improvisées, pour regarder si les droits des migrants n'y sont pas respectés, et surtout, parce que vous êtes préoccupés de leur situation humanitaire comme moi, vous pourrez les interroger et vous pourrez leur demander ce qu'ils ont vécu à Calais, ce qu'ils vivent dans les CAO et s'ils ont envie d'y retourner. Parce que je les ai quasiment tous visités au cours des derniers mois, moi-même ou mon cabinet, ou mon administration. Et j'y étais avec le président de la République à Tours il y a de cela 3 semaines. Aucun d'entre eux ne veut retourner à Calais, aucun. Et 80% de ceux qui sont dans les CAO ont eu accès à l'asile. Et près de 90% d'entre eux y sont restés. Et nous nous battons aujourd'hui, Monsieur le Président, pour qu'il y ait d'autres CAO du même type de ceux que nous avons créés, pour qu'il y ait la même qualité d'accueil, la même reconnaissance des droits, le même accès à la procédure nationale d'asile. Et nous le faisons dans un contexte, et vous le savez, vous n'avez pas eu un mot dans votre propos introductif sur ce sujet, où des élus, conseillers régionaux, qui n'ont aucune compétence pour cela, appellent les maires à se révolter contre les préfets qui organisent cet accueil pour l'empêcher, alors qu'il n'est rien d'autre que l'application des lois de la République. Mais s'il y a aujourd'hui quelque chose qui doit indigner tous ceux qui sont attachés aux droits de l'homme, c'est le fait que l'on puisse, quand on est élu de la République, dire qu'il y a à Calais des migrants économiques et irréguliers et exclusivement ceux-là qui doivent être envoyés dans leur pays, alors que 80% de ceux qui sont à Calais relèvent du droit d'asile en France. S'il y a quelque chose qui doit nous indigner aujourd'hui, c'est qu'il y ait des élus dans la République qui sont prêts à organiser des manifestations contre des préfets, sous prétexte que ces préfets, sous l'instruction du ministre de l'Intérieur, se proposeraient d'organiser l'accueil de ceux qui relèvent du statut de réfugiés en France. Il n'y a pas un mot sur cela dans ce message. Eh bien moi, je l'organiserai, cet accueil de tous ceux qui sont à Calais, qui sont demandeurs d'asile, partout sur le territoire national. Je le ferai pour qu'ils obtiennent l'asile, et je le ferai pour que leurs droits soient reconnus. Et je le ferai contre tous ces élus, dont le maire de Béziers, qui publient des affiches absolument épouvantables, qui sont de nature à introduire dans le pays le ferment de la division, des antagonisations qui seront des blessures pour la République. Oui, c'est cela que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à venir devant vous, vous dire quelle est la politique du gouvernement. Et il n'y a dans cela rien d'improvisé. Parce que les préfets de France ne sont pas des improvisateurs. Parce que les fonctionnaires de l'OFI, de l'OFPRA, qui sont eux aussi des humanistes et qui eux aussi ont le droit à la considération
de tous ceux qui sont soucieux du droit des étrangers, font un travail absolument formidable, auquel je tiens à rendre hommage, et qui ne méritent en aucun cas cette suspicion. Et puis je voudrais terminer sur un autre sujet. Est-ce que l'idéal humanitaire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, consiste dans un pays comme la France à maintenir tous ceux qui relèvent de l'asile, des femmes, des enfants, des familles, dans une jungle à Calais? Est-ce que l'idéal humanitaire absolu, c'est le camp? Eh bien, pour nous, non. Et pour moi, ministre de l'Intérieur, non plus. L'idéal humanitaire, ce sont des lieux dignes, où des hommes et des femmes dorment dans des bâtiments en dur, où ils ont 2 repas par jour, où ils sont accompagnés par des administrations de l'État. Et je suis quand même stupéfait, alors que nous sommes en train d'organiser ça contre tous les vents mauvais qui essaient de s'élever pour l'empêcher, cette opération, que l'on puisse nous faire ce type de reproche et que l'on finisse par théoriser l'idéal humanitaire du camp. Mais qui d'entre nous ici aspirait à vivre dans un camp? Qui considérait comme un idéal le fait de pouvoir continuer à vivre dans la boue de Calais au moment où le froid de l'hiver arrive? Donc oui, c'est pour cette raison que je conduirai cette opération et que je la conduirai avec la détermination qui est celle que je viens d'évoquer. Face à ces difficultés, aux inquiétudes relayées par Jacques Toubon, défenseur des droits, sur les conditions du démantèlement de la jungle et pour rendre effectifs les droits des migrants, le président du Conseil national des barreaux, dans la continuité de la journée des droits des migrants, demande aux avocats compétents de se mobiliser et de se rendre à Calais et aux avocats exerçant sur le droit des étrangers de faire de même. Monsieur le Président, vous avez constaté que si les défenseurs des droits m'avaient contacté avant d'exprimer ces inquiétudes, j'aurais pu les soulager. Mais nous sommes sur un sujet où, reconnaissant de façon bien entendu absolue le droit du défenseur des droits et même reconnaissant l'absolue nécessité de sa mission et ne contestant en rien le fait qu'il soit constamment dans l'interpellation, je demande simplement que lorsqu'il y a interpellation sincère, on écoute la réponse sincère de l'administration qui agit, de manière à ce que cette administration puisse simplement expliquer ce qu'elle fait. C'eût été plus simple, c'eût été plus sain, et c'eût été de nature à apaiser un débat que nous devons apaiser compte tenu de la nature des sujets que nous traitons, de leur dimension humanitaire et des fractures qui peuvent naître dans la société sur ces sujets. Vous invitez l'association Avocats pour les droits des étrangers à manifester son soutien, aux avocats bénévoles également le 15 et le 16, et le contact pour cela s'appelle avocat.antirafle.calais. Mais, monsieur le bâtonnier, les mots ont une signification pour moi. Est-ce que l'on peut légitimement considérer que l'action que nous conduisons relève de ce type de concept? Il y a eu un grand avocat parmi les avocats de France. Il s'appelait Maurice Garçon. C'était un juste et c'était un résistant. Et comme tous les résistants qui sont des justes, il savait l'épaisseur sémantique des mots. Et il savait que la résistance appelle la plus grande rigueur intellectuelle. Et Maurice Garçon a fait un très beau texte sur ce qu'il avait vu au Veldiv. On peut considérer que ça relève de ce que nous faisons? Comment peut-on utiliser des concepts de cette nature face à l'action d'un gouvernement? C'est une manière de mise en cause injuste, et je pèse mes mots par rapport aux fonctionnaires qui se mobilisent pour la réussite de cette opération, et par rapport à tous ceux qui accomplissent des maraudes pour convaincre les migrants d'aller dans les centres d'accueil et d'orientation, là où il y a des no-borders, qui sont parfois des signataires d'appels humanitaires, qui les poussent à aller sur la rocade le soir en se mettant courageusement derrière pour prendre d'assaut des camions. Il y a eu 14 morts, Monsieur le Président, parmi les migrants, du fait de ces agissements hautement courageux depuis le début de l'année. Et on qualifierait de rafle ce que nous faisons à Calais? Les fonctionnaires qui font des maraudes pour convaincre les migrants d'aller dans les centres d'accueil et d'orientation sont caillassés par ces mêmes agitateurs, et lorsque les forces de police interviennent après qu'ils ont été caillassés, on crie à l'opération policière? Est-ce que tout cela est digne du moment historique où nous nous trouvons?
Est-ce que c'est cela que nous devons faire dans la situation particulière dans laquelle est le pays? Eh bien, je suis venu, avec ma sincérité et ma détermination, vous dire que non. Et qu'aussi longtemps que je serai ministre de l'Intérieur, dussé-je pour cela essuyer tous les articles de presse mettant en cause l'action du ministère de l'Intérieur, parce que finalement ça fait partie des postures, tous les appels devant les tribunaux administratifs, je défendrai la position qui est la nôtre avec la plus grande rigueur, la plus grande sincérité, en convoquant des faits et rien d'autre. Parce que c'est cela l'esprit de résistance, parce que c'est cela la volonté humanitaire, et parce que c'est cela le devoir d'un ministre de l'Intérieur dans un contexte aussi difficile que celui auquel nous sommes confrontés. Donc je voulais vous dire tout cela, parce que oui, l'opération de Calais est difficile, elle est extrêmement difficile, pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer. Je voulais vous dire cela aussi parce que cette opération, nous ne sommes pas sûrs de la réussir. Nous y mettons toute notre énergie, toute notre volonté, pour ceux qui, à Calais, sont dans cette précarité extrême. Et nous aurions besoin pour cela d'être aidés. Nous aurions besoin pour cela d'être accompagnés. Nous avons pour cela besoin, bien entendu, des avocats de France, dont je ne doute pas de la sincérité de l'engagement et dont je respecte toutes les interpellations, y compris celle-ci. Mais plutôt que d'aller à Calais pour, dans une suspicion à l'égard de l'État que l'État ne mérite pas, regarder si nous n'organisions pas des rafles, peut-être pourriez-vous aussi venir nous aider à convaincre les migrants d'aller dans les CAO. Peut-être pourriez-vous aller dans les CAO pour voir ce qu'est un centre d'accueil et d'orientation, nous indiquer la manière dont on pourrait l'améliorer, mettre à disposition des CAO les juristes des 164 barreaux pour accompagner aux côtés de l'OFPRA et de l'OFII les migrants vers leurs droits. J'appelle et j'aspire à cette concorde, à cette volonté de faire ensemble, parce que lorsque les sujets sont trop difficiles et qu'il y a trop de risques dans la société française de voir ces sujets la fracturer, parce que les emportements sont partout, parce que les postures dominent tout, parce que le vacarme ne laisse plus aucune place à la vérité et aux faits. J'aimerais que nous puissions, oui, agir ensemble. Et comme je suis l'un des vôtres appelé à le redevenir, je sais que cela est possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce matin venir devant vous pour m'exprimer sincèrement sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel, je vous le dis, j'irai jusqu'au bout. Parce que c'est un devoir moral, parce que c'est une obligation humanitaire, et parce que la France doit apporter la démonstration que la question des étrangers ne se réduit pas à des débats nauséabonds, à des camps où s'accumule toute la précarité, toute la misère, à des manipulations, à des instrumentalisations politiques comme celles que l'extrême droite est en train d'organiser sur ce pays, sur la toile ou dans l'espace public. C'est l'honneur de la République que de mener ce combat. Et je suis fier, comme ministre de l'Intérieur, de le mener. Et je le mènerai jusqu'au bout, au nom des valeurs qui sont les miennes, au nom des valeurs de la République et au nom aussi de la conception que j'ai de ce qu'a été ma profession, de ce qu'elle sera demain, je l'espère, si vous m'acceptez parmi vous. Cher Monsieur le Président, merci infiniment de m'avoir, avec l'esprit de tolérance qui caractérise la profession d'avocat, permis de m'exprimer aussi sincèrement devant le Conseil national des barreaux.